France 3 balance aux infos. Attention, ChatGPT vient de se taper 8 sur 20 au bac de philo. Mais si au final c'était pas l'IA, mais leur test qui méritait une mauvaise note, on en reparle dans la vidéo et tout est dans la description, hein. Les prompts, les corrigés, les commentaires et même l'article de France 3 qui a été retiré depuis. Allez, je te laisse profiter. On ne demande pas aux élèves de terminale d'être un peu eux-mêmes des intelligences artificielles quand on leur demande de faire un devoir sur table qui est une dissertation. Je me rappelle, j'ai eu beaucoup de mal à tricher au bac déjà. J'ai une question. Ça m'a à la fois bluffé et en même temps ça m'a un peu fait flipper. On est donc avec Anne et Karl Brozek qui ont décidé de me rejoindre pour mettre en lumière le scandale qui a eu lieu auprès de France 3. On peut parler de scandale avec des guillemets, tout simplement parce que ChatGPT a été mis à l'épreuve sur une épreuve de philosophie et a obtenu la merveilleuse note de 8 sur 20. Oui, ChatGPT, alors qu'il avait eu 11 il y a 2 ans. Hein. J'ai été interpellé par Anne, qui va prendre la parole et se présenter également, et qui a été interpellée par cet affront et décide de prendre la parole aujourd'hui. Et on accueille également Karl Brozek qui va prendre la parole, qui est philosophe émérite. Alors moi, c'est Anne. Donc déjà, je suis ravie d'être sur ton plateau parce que je suis une abonnée à ta chaîne YouTube, que je suis régulièrement. J'ai participé à plusieurs concours que tu avais lancés sur ta chaîne. Et donc, ça me fait extrêmement plaisir de participer à cet échange avec vous aujourd'hui. Oui, donc moi c'est Karl Brozek, je suis depuis 18 ans professeur de philosophie. Après ma fac de philo, j'ai fait d'autres métiers. J'ai travaillé dans la communication en entreprise, dans le journalisme, en télévision. Et depuis que je suis professeur, j'ai refait un petit peu de télé, justement à France 3, où j'avais une petite chronique sur la philosophie et puis sur le cinéma. Et puis je fais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des interventions en entreprise où je présente certaines thématiques d'entreprise sous un jour un peu philosophique. Je suis plutôt habitué à la prise de parole. Et puis j'ai été contacté par Anne il y a une semaine de ça pour faire l'expérience de corriger une... Anne, est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti lorsque tu as vu le fameux article de France 3 attribuant une note de 8 sur 20 à ChatGPT, qui est pourtant un LLM, donc un large language modèle spécialisé sur la génération de textes. C'est censé être sa spécialité. Pour répondre à ta question, en fait, moi, j'ai découvert cet article quand je me suis baladée sur LinkedIn et j'ai découvert un post qui affichait que ChatGPT avait obtenu 8 sur 20. Donc, je trouvais que le titre était intriguant. Et je me disais sérieusement, comment c'est possible qu'un LLM de la qualité de ChatGPT 4.0, quand on sait qu'aujourd'hui, ChatGPT atteint au niveau de quotient intellectuel près des 160, ce qui équivaut au cerveau d'Einstein. Je ne comprenais pas, oui, ou comme toi, Karl, je ne comprenais pas comment la copie pouvait être aussi faible, en fait. Donc, c'est ça qui m'a un petit peu incité à aller chercher plus loin, à aller retrouver l'article de France 3 et d'aller surtout chercher le prompt. Est-ce que tu as ressenti de la frustration quand tu as lu ça? Est-ce que ça crée des problèmes pour toi au niveau professionnel? Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à faire cette action et de te dire, je me mets au défi, je prends le temps de le faire et je vais aller voir d'autres philosophes pour faire corriger ma copie? Certains disent qu'il hallucine, qu'il ment, que les réponses sont tronquées. Donc, c'est vrai que dans le milieu professionnel, c'est déjà pas facile de faire accepter l'utilisation ou l'usage dans nos services de l'intelligence artificielle. Oui, les LLM hallucinent, c'est sûr. Ils sont faits avec des probabilités, des algorithmes, donc il faut accepter le fait qu'ils puissent se tromper. Maintenant, nous, on a aussi une façon d'agir, puisque l'humain est malgré tout derrière aux manettes pour orienter le LLM. Et quand on connaît bien la façon dont il faut lui parler, on a la possibilité de faire des réglages pour qu'il ne réponde pas à côté. C'est ça qu'il faut retenir. S'il est bien cadré au départ, si on lui donne des bons objectifs, logiquement, la réponse sera de qualité. Donc, comme tu l'avais dit, oui, effectivement, c'est plus une gestion finalement de tout ça. Et dans tous les cas, ça sera quand même existant. On ne pourra pas y aller aux hallucinations. Donc, tu as vu l'article de France 3, tu as donc récupéré le prompt. Qu'est-ce qui t'a choqué finalement? Comment l'as-tu analysé? Et d'après toi, quelles sont les erreurs majeures qui ont été données dans ce prompt qui font que le résultat était à la hauteur d'un 8 sur 20? Alors, la première erreur qui m'a sauté aux yeux, c'est le fait que la journaliste demande à ChatGPT de se mettre dans la peau d'un élève de terminale. Ça m'a choqué parce que c'est une énorme erreur de méthode. On ne peut pas demander à ChatGPT d'être bon dans la dissertation si on lui donne le niveau d'un lycéen, en fait. On le bride, on lui descend ses capacités. Donc déjà, pour moi, ça, c'était la première erreur. Dans mon prompt, moi, je ne suis pas partie dans cette optique-là, on va le voir tout à l'heure, mais j'ai haussé le curseur pour lui donner la capacité de réflexion
d'un professeur avec des compétences et des connaissances bien plus importantes qu'un lycéen. Donc la réponse forcément sera beaucoup plus riche. Je suis partie du prof agrégé parce que je me suis dit, Raphaël Enthoven, quand il était en compétition avec ChatGPT, jamais on lui a dit tu te mets dans la position d'un élève de lycée pour passer le bac. Il s'est mis en position d'un Raphaël Enthoven, un philosophe connu, avec ses compétences qu'on lui connaît, et il a fait sa dissertation, il a obtenu 20 sur 20. Donc pourquoi moi, je ne pourrais pas lui donner ces compétences-là pour qu'il me fasse aussi une très bonne dissertation. On reverra le prompt que tu as proposé tout à l'heure, mais tu as directement enlevé ce biais qui était donné dès le départ, qui mettait ChatGPT dans un encart qui le restreignait, qui l'empêchait d'aller au bout de ses capacités. Donc effectivement, difficile de faire le poids face à un philosophe émérite. D'après toi, pourquoi n'en ont-ils pas parlé aux médias? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis l'accent sur ce prompt qui avait été donné et pourquoi c'est passé inaperçu aux yeux de la majorité des gens qui ont regardé l'information? Pourquoi est-ce que toi, tu t'es offusqué tandis que d'autres ont dit « c'est pas bien, ChatGPT, t'es pas si bon que ça ». Est-ce que tu penses que les gens auraient pu le repérer? Je pense que ça passe par une méconnaissance. On en parlait tout à l'heure. Il y a trop peu de gens qui se forment à ces outils et donc forcément le résultat derrière, il est comme il est et les gens ne le voient pas non plus puisque les gens ne connaissent pas la façon de fonctionner de ChatGPT. Donc c'est pour ça que ça passe inaperçu. De ma lecture personnelle de la copie, il y a un petit désalignement par rapport à ça. On ne dirait pas que c'est la copie d'un élève de terminale. C'est pas non plus la copie d'un ou d'une prof. Ce serait plutôt la copie d'un élève ou d'une élève de fac dans les premières années de fac, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de bien faire, qui sort toute une érudition, je te l'avais dit dans le corrigé que j'ai fait, mais à qui il manquerait un degré de sensibilité ou d'imagination. D'après toi, pourquoi c'est passé inaperçu au radar? Je te laisse la parole, Karl. Il y a aussi l'effet, on le dit à la télé, donc forcément c'est vrai. Pourquoi aller absolument vérifier derrière et repasser ce qu'a fait Anne, évidemment, parce que je pense que Anne, tu as été un peu irritée par la chose, mais la plupart d'entre nous, ça passe avec le reste. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'actuellement, en France, en 2025, les gens ne se rendent pas du tout compte de l'impact qu'est en train d'avoir ChatGPT et toutes les IA sur notre vie et les transformations qui vont arriver. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un côté un peu anecdotique à la chose, alors que l'IA, c'est quelque chose qui est très important. C'est un des plus grands événements peut-être de l'histoire de l'humanité, puisqu'on est en train de créer finalement une intelligence, peut-être une forme de vie différente de la nôtre, et l'info n'est pas encore rentrée. Donc c'est pour ça que je pense que les gens ne s'y intéressent pas plus que ça, ne vont pas vérifier plus que ça. Alors, Anne, comment tu t'y es prise finalement pour contrecarrer le fameux prompt qui a été fait et faire une demande construite? Donc, pour rappel, un prompt, c'est simplement la demande que tu vas faire à ChatGPT. Et plus celle-ci est précise, plus le résultat sera efficace. J'ai utilisé un générateur de prompt. C'est ce qui va nous permettre d'optimiser au maximum le sujet qu'on va donner à ChatGPT, le prompt en fait. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces générateurs de prompt? C'est simplement un format natif, c'est-à-dire qu'on va retrouver tout ce qui permet d'optimiser le prompt pour un ChatGPT. On va avoir l'identité qu'il va falloir définir, on aura un contexte, une tâche, le ton, et on aura un format attendu. Donc dans l'identité, c'est qui doit faire l'exercice. Donc là, c'était le professeur agrégé en philosophie qui devait passer un concours. Le contexte, je lui disais effectivement qu'il allait faire une dissertation. Donc je lui ai donné aussi une tâche. Je voulais un ton sérieux, un ton qui est capable de convaincre aussi la personne qui va corriger la copie. Je voulais aussi qu'il vérifie les différents auteurs qu'il allait citer. Tout ça, c'était dans le prompt. Et surtout, le format attendu avec l'option 3 parties pour que ma dissertation soit plus pertinente. C'est rigolo ce que tu dis quand même parce que donc de là où un humain a rédigé un prompt pour ChatGPT et a obtenu un 8 sur 20, toi en tant qu'utilisatrice expérimentée, tu as laissé l'intelligence artificielle rédiger le prompt à ta place. Exactement. Je pense que pour avoir des bonnes réponses, il y en a qui font ça mieux que nous, qu'on crée des générateurs de prompts et dedans, tous les éléments sont mis. C'est quand même toi qui as fait le prompt du prompt. Je lui ai dit ce que je voulais et ensuite, c'est lui qui m'a aidé à obtenir un prompt optimal. C'est le but des générateurs de prompts. C'est intéressant parce que c'est un petit peu une régression causale, quoi. C'est-à-dire qui est à l'origine de la chaîne? C'est l'œuf ou la poule, quoi. Parce que c'est Exactement. l'œuf qui fait la poule. Et finalement, tu es la poule. C'est toi qui est à l'origine de la demande. Donc, Et l'humain est toujours à l'origine. Pour ceux qui souhaiteraient utiliser un GPTS, donc comme Anne l'a fait, qui génère les prompts également, je vous en mettrai un dans la description. Donc vous pourrez directement cliquer dessus et voir ce que ça donne. Karl, visiblement, tu essayeras ça
Ouais. Oui, vraiment. Vu le hochement de tête, j'imagine que ça t'intéresse également. Ah Donc, oui, quelles sont ces 3 parties dont elle parlait tout à l'heure? c'est souvent la remarque qu'on fait aux élèves. Finalement, qu'est-ce que c'est que la philosophie en terminale? Ce serait un exercice pour s'entraîner à penser de façon dialectique, c'est adopter plusieurs points de vue. Et souvent, on dit le plan idéal en philosophie, c'est thèse, antithèse, synthèse. Donc 3 parties. Ce qui est intéressant, c'est de faire une 3e partie qui va te permettre de dépasser les contradictions de ta première et deuxième partie. La 3e partie, souvent, permet de concilier ce qu'il y a à concilier, de sortir de la contradiction. On a dit que tu avais fait estimer ta copie, donc noter ta copie par plusieurs philosophes ou bien profs. Quelle a été ta réaction lorsque tu as vu les résultats, sachant que les premières notes que tu as obtenues, il me semble, avant d'avoir des retours un petit peu plus stricts, on va dire, un petit peu plus sévères sur ta copie, c'était vraiment des résultats excellents. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quelles étaient les notes déjà? Combien de retours tu as eu? Et quels étaient les commentaires de ces différents correcteurs? Les personnes que j'ai pu interroger, je tiens à signaler quand même qu'il y avait un agrégé de philosophie, un agrégé et docteur en philosophie, un professeur certifié en philo et un professeur de philo. Donc je les ai pris à l'aveugle, mais je veux dire, c'est quand même des philosophes qui ont des bagages derrière et qui ont eu des compétences bien validées. En tout cas, moi, quand j'ai eu le retour, quand j'ai commencé à voir la première note, qui était de 18 sur 20, c'était celle de Karl, j'en ai une deuxième qui est apparue derrière, qui était de 20 sur 20, avec un commentaire. Je crois que ça m'a un peu retourné parce qu'il voulait même servir de modèle en fait à ses étudiants pour leur expliquer comment il aurait fallu faire cette dissertation. Le troisième, lui, mettait une note entre 17 et 20. Et en fait, le dernier m'a mis 14 sur 20. Il était plus perturbé par la longueur des phrases. Ce qui est un défaut chez ChatGPT, hein, de toute façon. Parce qu'en longueur, je vois bien qu'il ne m'a pas écouté. Je lui avais demandé 4 pages. Je pense que ça fait beaucoup plus que 4 pages. Donc ça, en fait, je l'aurais retravaillé avec lui. Mais j'ai voulu vraiment que ce soit l'état brut. Donc moi, j'étais un peu bluffée par l'arrivée des notes parce que je m'attendais à des notes moins bonnes. On m'apporte vraiment une note comme quoi il y aurait eu un peu de réflexion dans la dissertation ou un début de raisonnement. En fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a aussi une histoire de contexte. Tu as demandé, Anne, à plusieurs profs de philo de corriger une copie de philosophie alors que ces profs de philo étaient en pleine correction du bac. Et que cette copie faite par ChatGPT développe une telle érudition que nous, qui sommes face à des copies faites par des gens qui sont stressés, qui sont le jour du bac, qui n'ont qu'un an de philosophie derrière eux, qui essayent de bien faire, à une intelligence artificielle qui a une certaine facilité, qui a une grande érudition parce que c'est simple de la voir. Donc il y a ce que j'appellerais l'effet waouh, un petit peu, où on a été bluffé. Maintenant, sur la partie raison, là, ça pose vraiment question. Je trouvais que c'était vraiment très bien problématisé. Encore une fois, par rapport à ce que peuvent faire des élèves de terminale, c'est pas évident de problématiser sur de l'abstrait. Et surtout, qui suit un fil conducteur, une ligne directrice où on a vraiment l'impression de voir quelqu'un qui se donne la peine de réfléchir. Donc moi, j'ai été totalement bluffé pour ça. Là, tu as obtenu des très bonnes notes, mais au vu de ce que vous dites tous les deux, en fusionnant vos 2 capacités, donc l'un sur la connaissance de la philosophie, de la structure, de tout créer, etc., et les attentes des correcteurs, plus Anne, ton expertise en prompt engineering, je pense qu'on pourrait assez facilement obtenir une copie qui obtiendrait 20 partout, à tous les coups, quoi, presque. Quand tu as reçu cette copie, tu savais que c'était une IA. Est-ce que tu penses que ça t'a influencé d'une manière ou d'une autre? Soit dans le sens où ça a posé une restriction en toi, ou bien au contraire, que ça t'a donné un élan pour venir la corriger. Est-ce que tu penses que ça a influencé ta note finale également? Non, enfin, je n'ai pas l'impression d'avoir subi une pression particulière ou d'avoir ressenti une excitation particulière, juste de la curiosité, mais finalement qui est à peu près égale à la curiosité que je peux avoir quand je découvre les copies de mes élèves. En fait, j'étais un peu dans le même état d'esprit que quand je donne le premier devoir sur table en début d'année aux élèves, où je me dis, tiens, je vais voir un petit peu ce qu'ils valent, je vais voir voilà, si dans la classe, il y a des gens qui sont plus ou moins brillants dans la matière, s'il y en a qui ont plus ou moins des difficultés. Donc, c'était une forme de curiosité, mais qui n'était pas une curiosité totalement hors norme par rapport à ce qui allait se faire. Mais je me permets juste de rappeler que finalement, une dissertation de philosophie, c'est un exercice formel et que finalement, un esprit philosophique peut très bien ne pas être très très bon en dissertation, tout en étant très affûté, en étant passionné par la philosophie. Je donne un simple exemple. Moi, les meilleurs souvenirs de réflexion philosophique que j'ai pu avoir en cours avec mes élèves, c'était pas dans des dissertations.
parce que la dissertation, c'est quand même un exercice où, et là je vais peut-être faire un petit peu polémique en disant ça, finalement, est-ce qu'on ne demande pas aux élèves de terminale d'être un peu eux-mêmes des intelligences artificielles quand on leur demande de faire un devoir sur table qui est une dissertation? Parce qu'on leur rentre dans la tête un prompt, on leur met une pression en leur disant attention, c'est les notes, c'est important pour Parcoursup, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'à cette époque-là de l'année où les profs de philo notamment sont extrêmement occupés parce qu'il y a des corrections et compagnie, je pense que tu n'avais pas le choix finalement de préciser que c'était une intelligence artificielle parce qu'ils t'auraient dit excuse-moi ma grande, mais j'ai déjà beaucoup de travail devant moi, j'ai autre chose à faire que de corriger une copie lambda qui ne va rien m'apporter, donc tu me rajoutes du travail. Là au moins voilà ce petit côté expérimental, bah, je pense que ça a créé justement l'engouement et ça a fait que les gens ont pu y participer plus aisément. Malgré tout, même si Karl n'a pas ressenti de stimulation particulière ou de frein, je pense que peut-être d'autres correcteurs qui ont pris la parole auraient pu être influencés dans un sens comme dans un autre, hein, sans faire d'amalgame. Qu'est-ce que tu en penses, Anne, par rapport à ça? D'après toi, d'après les résultats que tu as eus, les retours, les commentaires, est-ce que tu penses que certains ont été influencés par la correction d'une intelligence artificielle? Pour moi, les 4 qui ont répondu n'ont pas eu d'a priori. Moi, si la note était mauvaise, je l'aurais acceptée très clairement, puisqu'on est à l'état de démarrage devant l'intelligence artificielle. Donc, j'accepte tout à fait que ce LLM ne soit pas rendu très loin dans l'esprit de philosopher. Donc, ça ne me posait aucun souci. Donc, non, j'ai pas senti, en tout cas sur les 4 philosophes que j'ai pu avoir, de réticence particulière à lire une copie en intelligence artificielle. Je me suis posé la question après, et je me demandais, les philosophes qui ont une pensée un peu plus basée sur des doctrines un peu marxistes ou aliénation à la machine ou des choses de ce type, est-ce que leur vision, leur jugement peut porter défaut, quoi. Là, ouais, je te l'ai déjà dit, Anne, mais je trouve la question marrante, en tout cas. Est-ce qu'une Ouais. sensibilité politique ou idéologique pourrait influencer? Oui, je suppose que oui, mais pas tant que ça. Est-ce que, lorsque tu as lu la copie de ChatGPT, tu as appris des choses? Est-ce qu'il est parti dans des sujets éventuellement que tu n'as pas l'habitude d'aborder, ou bien qu'un lycéen ne t'a jamais fait de retour là-dessus, ou que toi, tu n'avais pas posé d'idée à ce sujet-là ou pas? Disons qu'il m'a donné des références que moi, j'utilise pas forcément en cours, mais après, encore une fois, un cours de philosophie, c'est un parcours, parce que la philosophie, c'est quand même 2500 ans d'histoire, qu'il y a des centaines de penseurs et que tu es obligé de faire du tri là-dedans. J'ai rien appris, mais j'ai trouvé que ce qui était formulé était plutôt bien formulé. Les seules choses qui m'ont un petit peu fait tiquer, c'est que souvent, l'IA ne sait pas faire trop les distinctions conceptuelles. C'est-à-dire prendre 2 concepts qui pourraient paraître assez proches et puis les distinguer de l'un de l'autre. Là, par exemple, on avait Persuadé, Convaincre. Bon, il n'était pas très convaincant justement là-dessus. On va dire que j'ai rien appris. C'est autre chose qui m'a bluffé. Cette capacité de tenir un fil de réflexion sur un temps long et la capacité de pouvoir au départ émettre une problématique qui est tout à fait crédible. C'est drôle cette notion de temps long, Mmh. sachant que la copie a dû être écrite en 30 secondes à peu près. Ah ouais. Là où on laisse 4 heures à un élève, voilà le temps long de réflexion de ChatGPT, effectivement de 30 secondes à peu près pour la rédaction. Même si en utilisant un autre modèle, notamment des modèles de réflexion profonde, comme O3, la réponse aurait pris plus de temps. Dans tout ce que vous me dites, il n'y a pas un moment où c'est lui qui va avoir l'ascendant sur moi. C'est toujours moi qui garde quand même les manettes et les commandes, parce que j'ai l'impression aussi que dans les a priori que les gens ont contre l'intelligence artificielle, c'est que les gens ont tendance à se dire « Ah bah ouais, mais si c'est pour me faire penser à ma place et me faire dicter un petit peu ce que je dois penser, c'est vraiment pas la peine et ça me fait peur et j'en ai pas envie. » Alors que là, visiblement, c'est quand même moi qui garde la main sur l'IA et qu'elle reste, ce qu'elle a toujours été, ce qu'elle devrait toujours rester, un outil. D'après toi, est-ce que ChatGPT, ça va plutôt être un frein pour la philosophie ou est-ce que ça pourrait être un outil puissant qui permettrait d'aller au-delà de notre propre pensée humaine dans laquelle on est bloqué par nos propres encarts intellectuels finalement? Bah, encore une fois, c'est nous qui avons la main là-dessus. C'est-à-dire que ça va être à nous de décider. Dire que ça va être ci ou ça va être ça, c'est être fataliste ou déterministe. Et nous, en tant que prof de philo, on a envie d'être ni l'un ni l'autre et que ça va être à nous de décider. C'est à nous de prendre en main tout ça. Si ChatGPT reste un outil formidable, c'est parce que nous aurons décidé que ça restera un outil formidable. Si ça se transforme en autre chose, c'est
parce que c'est nous qui l'aurons induit ou qui l'auront décidé. Donc ça va être à nous d'être assez malins pour ne pas nous faire déborder par ça. Et finalement, c'est un petit peu l'apanage de ce que pouvait raconter Jean-Paul Sartre avec son existentialisme. Donc, avoir peur de l'intelligence artificielle ou se dire, mais de toute façon, on va être débordé dans 5 ans, 10 ans, c'est aussi être de mauvaise foi et se laisser déborder par quelque chose sur lequel nous sommes censés avoir la main. Donc, je pense que c'est vraiment à nous de décider, parce qu'on reste finalement les maîtres du jeu. Ou la poule, comme on disait tout à l'heure. C'est nous la poule, c'est nous qui avons pondu. Non, mais c'est sûr. Si un élève t'avait rendu cette copie, qu'est-ce que tu lui aurais dit du coup? Je lui aurais dit c'est bien, mais comme je l'avais dit à Anne dans ma correction, dans mon appréciation, c'est très très bien, mais c'est une copie qui fait penser à un élève un peu buté, un peu borné. Hein. C'est vraiment la chose qu'on pourrait reprocher à cette copie, c'est ce côté un petit peu mécanique et borné de vouloir à tout prix aller dans une direction et finalement, quand la conclusion arrive, on se dit bah oui, on se doute bien que c'était un petit peu ça. Mais finalement, elle fait ce qu'on lui dit de faire, cette intelligence artificielle. Donc voilà, on peut pas l'en blâmer. C'est une copie qui est pas créative, qui est un peu butée, un peu bornée, mais c'est incorrigé, en fait. Dans l'éducation nationale, il y a un outil qui permettrait de vérifier l'utilisation ou non de l'intelligence artificielle. Je m'interrogeais justement sur le fait que vous puissiez y avoir en tant que correcteur sur les copies de bac. Est-ce que vous avez accès à cet outil-là? D'après toi, est-ce que c'est fiable ou non? Je ne sais pas si l'instrument est fiable. En fait, ça se passe de la façon suivante. Quand j'ai un doute sur une copie, on les renvoie auprès du rectorat et c'est le rectorat qui applique cet outil pour débusquer les intelligences artificielles. Donc nous, en tant que correcteur, on n'a pas accès directement à cette merveilleuse machine, mais a priori, c'est assez fiable. Je ne peux pas trop en dire parce que moi, j'en ai pas l'usage direct. Il y a des outils qui sont directement disponibles en ligne. C'est un bon outil, ça permet de détecter l'intelligence artificielle, mais malheureusement, il y a le concurrent qui est là pour rendre plus humain la copie. Donc moi, j'ai déjà fait le test. Par exemple, j'ai pris un texte et il m'a dit j'avais 90% fait par l'intelligence artificielle. Et du coup, il m'a proposé de le rendre plus humain et on voyait l'aiguille en fait qui allait plus vers l'humain que l'intelligence artificielle. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, avant, je donnais des devoirs maison aux élèves en cours d'année. Maintenant, j'en donne plus, évidemment. Je pense que quand même dans le contexte d'une salle de classe fermée, surveillée par quelqu'un, je ne sais pas si vraiment les élèves pourraient avoir le temps de rentrer tout ça. Moi, je me rappelle, j'ai eu beaucoup de mal à tricher au bac déjà. J'ai une question. Alors, cacher mon téléphone et lire au fur et à mesure une copie pour la réécrire telle quelle, bon, je suis pas sûr que ça soit accessible. Moi, j'avais une question à te poser, Karl. Donc, j'ai qualifié ChatGPT en tant que prompt engineer. Je lui ai donné aucun contexte sur le pourquoi de ma question. Donc, je ne lui ai pas dit que c'était extrait d'un article de France 3 et compagnie. Je lui ai donné le prompt qui a été utilisé pour générer le 8 sur 20 par ChatGPT. Et d'après toi, quelle note a-t-il donné à ce prompt? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Vraiment. 8 sur 20. Ah tiens. C'est très étonnant. Et du coup, je trouve que ça appuie un petit peu cette réflexion sur le fait que la qualité du prompt égale la qualité de la réponse. 8 sur 20 généré pour la qualité d'un prompt. 8 sur 20 généré sur le résultat obtenu. Et je trouve ça assez rigolo. Donc, Anne, je te mettrais bien un 17 sur 20 pour ton prompt. Bon, je l'ai pas fait estimer la qualité de ton prompt par ChatGPT, mais en l'ayant lu, c'était très bien pensé et j'ai trouvé que tu avais fait un beau travail quand même là-dessus. Et la correction de Karl, les retours, ton retour humain à toi qui a fait la qualité de ce retour-là. Est-ce que vous aviez des questions sur lesquelles vous vouliez encore rebondir peut-être, ou bien des sujets qu'on n'aurait pas abordés, que vous étiez dit, ça peut être intéressant quand même dans la vidéo? Remarque à faire ou une explication à donner, la copie qu'a généré ChatGPT, elle est très bien structurée, argumentée, a fait preuve d'une culture philosophique cohérente, mais tout ça est à relativiser puisque ChatGPT finalement n'a pas pensé le sujet, il l'a reconstruit à partir de milliers de fragments, des discours existants, des articles de presse. Donc certaines formulations même sont proches d'auteurs contemporains, non par volonté de plagiat, mais parce qu'il a simplement absorbé les traces statistiques. Donc une question me vient comme ça qui pourrait être le sujet d'un prochain sujet de baccalauréat pour l'année prochaine. C'est une dissertation, peut-elle être excellente sans pensée réelle? Vous avez 4 heures. Bon. T'as kiffé la vidéo? C'était hyper succinct, tu te doutes bien, on a fait 2 heures de podcast, j'ai dû abréger pour que la vidéo soit digeste. Mais
version podcast avec tous les sujets qui ont été coupés. Et dans cette vidéo, on approfondit chaque sujet. Il y a plein de moments que j'ai dû couper pendant la vidéo. Et en plus de ça, il y a eu beaucoup plus de nuances sur l'ensemble des questions. Donc je t'engage véritablement à aller voir cette version longue. Sur ce, je te fais des bisous. Ciao.